Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, dans mon alma mater. Alors, merci de m'accueillir à l'occasion de la Journée internationale de la philosophie. Merci au comité d'organisation et en particulier à Naïma pour son introduction. Je veux vous entretenir du choc des civilisations. C'est une thèse qui est défendue par Samuel Huntington. Je vais la présenter de manière très schématique pour ensuite essayer de formuler un certain nombre de critiques. On se rappellera la phrase du grand intellectuel français André Malraux, intellectuel engagé, homme politique, qui a dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. D'une certaine façon, Huntington, Samuel, qui est né en 1927, décédé en 2008, a poursuivi dans ce sillon-là. Je ne suis pas certain qu'André Malraux aurait accueilli favorablement les idées d'Huntington, mais Huntington est quelqu'un qui s'est fait connaître par plein de bouquins, mais en particulier par un article paru en 1993 dans la revue Foreign Affairs. De l'avis de plusieurs, c'est probablement l'article qui a été le plus lu dans toute l'histoire de la revue. Ça a eu un retentissement énorme, une influence très grande, et ça a amené Huntington à écrire ensuite un ouvrage paru en 1996, portant toujours le titre The Clash of Civilization, cette fois-ci cependant sans le point d'interrogation. L'ouvrage a été traduit tout de suite l'année suivante chez Odile Jacob en 1997. Alors, je voudrais donc résumer tout d'abord les thèses qui font partie de son hypothèse générale sur le choc des civilisations. Les civilisations existent, et par là, il faut entendre qu'elles ont une efficacité causale. Elles interviennent dans le réel et jouent un rôle dans le réel. Et Huntington pense que dans la foulée de la chute du mur de Berlin et donc de la fin de la guerre froide en 1999, les débats vont cesser d'être, les conflits à travers le monde vont cesser d'être idéologiques, géopolitiques, socio-économiques, et vont laisser d'abord et avant tout place à des conflits civilisationnels, culturels et religieux. Une civilisation, pour Huntington, c'est l'unité la plus grande culturelle à laquelle on peut s'identifier. C'est le groupe culturel le plus large auquel on peut s'identifier. Ce qui laisse entendre qu'il ne peut pas y avoir une culture universelle, parce qu'il y a des civilisations qui sont les ensembles les plus grands auxquels on peut s'identifier. Chaque civilisation a en gros une religion de prédilection, une religion prédominante au sein de la civilisation. La religion peut même jouer un rôle fondamental pour raffermir l'identité d'un peuple, voire d'une civilisation. Ça peut jouer un rôle identitaire au sein des peuples et des civilisations. Il existe plusieurs civilisations et aucune ne peut prétendre à l'universalité. Il faut penser alors les positions de Huntington sur le fond d'un certain relativisme moral et culturel, non pas parce que il accorde autant d'importance à toutes les civilisations, mais parce qu'aucune ne peut aspirer à l'universalité. Pardon. Oui, voilà. Les civilisations fonctionnent relativement en silo. Elles sont autarciques. Elles n'entrent pas beaucoup en relation les unes avec les autres. Le dialogue entre les civilisations est plus ou moins compliqué. À la rigueur, on peut l'imaginer entre certaines d'entre elles, mais celles qui vont retenir mon attention
sont des civilisations où il semble que le fossé soit irrémédiable et où il n'y ait pas vraiment de vase communicant envisageable. Il y aurait 8 civilisations existantes. Je ne veux pas discuter de cela en détail, c'est interminable, c'est complexe, c'est le cas même peut-être de sa thèse, mais notons vaguement, de manière très schématique, c'est tout ce dont on a besoin pour les fins de mon exposé, l'existence d'une civilisation occidentale présente en Europe et en Amérique du Nord, associée à la religion chrétienne, l'existence d'une civilisation chinoise qu'il décrit comme confucéenne, l'existence d'une civilisation en Inde qui est associée à l'hindouisme de manière prédominante, une civilisation russe orthodoxe, une civilisation musulmane comprenant les pays arabes, l'Iran, la Turquie, la Malaisie et l'Indonésie, une civilisation latino-américaine catholique, recoupant en gros l'Amérique centrale et l'Amérique latine, une civilisation japonaise où là, la religion est moins évidente, mais il y a des aspects de chamanisme et de bouddhisme. Le Shinto est aussi parfois mentionné. Une civilisation africaine qu'il qualifie d'émergente et où l'animisme est appelé à jouer un rôle, semble-t-il, assez important. Alors, face à cette réalité-là, qui désormais est saillante et importante pour comprendre la réalité internationale nouvelle dans laquelle nous nous trouvons, il importe de défendre la civilisation occidentale, principalement contre les civilisations chinoises et musulmanes. Alors voilà, de manière très schématique et simplifiée, certaines des idées-forces qui caractérisent la pensée de Samuel Huntington. Quelques citations brièvement pour étayer cette thèse. Une civilisation, c'est une entité culturelle, c'est le groupe culturel le plus grand auquel les personnes s'identifient, c'est le plus large niveau d'identité que les gens ont, mis à part ce qui distinguerait les humains des autres espèces. La civilisation, donc, est définie à la fois par des éléments objectifs communs, tels la langue, l'histoire, la religion, les coutumes, les institutions, et par l'auto-identification subjective des personnes. La religion renforce la renaissance des identités ethniques. Voilà quelques-unes des citations. J'en aurai quelques autres à vous proposer tantôt. Ça, c'est les versions anglaises. Alors, existe-t-il un choc des civilisations? À l'époque où la religion réoccupe d'une certaine façon le devant de la scène, et particulièrement depuis septembre 2001, l'hypothèse de Huntington semble en voie d'être en partie confirmée. L'hypothèse du choc des civilisations s'est en quelque sorte propagée. Elle est entrée dans les esprits à un point tel qu'elle finit par prendre la forme d'une self-fulfilling prophecy, d'une prophétie autoréalisatrice. À force de croire à ce choc, on peut finir par le provoquer et le faire advenir. Huntington n'est pas à lui seul responsable, bien sûr, de l'idée du choc des civilisations et de sa propagation. Elle était dans l'air du temps déjà, mais c'est quand même une perception qu'il a su articuler et qui, lorsqu'elle s'est propagée, a fini par créer réellement des zones conflictuelles importantes. Donc, il y a une certaine présence à notre époque du choc des civilisations. Alors, cette position d'Huntington vise peut-être différents théoriciens, différents penseurs, mais au premier chef, les penseurs cosmopolites, le cosmopolitisme. Qu'est-ce que le cosmopolitisme? C'est précisément l'idée qu'on aurait une culture universelle communément partagée. Et qu'il faudrait des autorités politiques supranationales chargées d'appliquer de tels principes. Alors, dans cette perspective, une position classique défendue par le cosmopolitisme, c'est d'affirmer que, jusqu'à un certain point, les civilisations sont des constructions idéologiques. Qu'elles existent ou non, en tout cas, elles n'ont pas d'efficacité causale dans le réel tant que ça, parce que
lorsqu'on invoque, pour expliquer un conflit, des causes civilisationnelles, culturelles ou religieuses, ce sont en fait des conflits qui, plus profondément, ont un caractère socio-économique, géopolitique, idéologique. Alors, ce sont, pour les cosmopolitiques, les vrais enjeux sous-jacents, et les enjeux soi-disant civilisationnels ont une relative superficialité. Et de toute façon, les identités culturelles nous différencient les êtres humains entre nous. Et donc, ce ne peut pas être le noyau dur sur lequel tabler pour parler de nos principes universels. Les seuls principes universels doivent concerner les êtres humains parce que la seule chose que nous ayons en commun, c'est notre humanité. Alors, par conséquent, les êtres humains devraient être les seules sources de revendications morales valides et devraient être les seuls sujets de droit. Et le droit en question devrait d'abord avant tout concerner la redistribution économique. Donc, les vrais problèmes sont des problèmes de distribution et non pas de reconnaissance ou de religion ou de culture. Et tous les individus, tous les êtres humains devraient être traités également, indépendamment de leur affiliation culturelle. Alors, il faudrait un gouvernement mondial chargé, éventuellement, d'appliquer de tels principes. Ça, encore là, de manière très schématique, il y a autant de pensées cosmopolitiques que d'auteurs, et donc, j'y vais de manière très schématique ici pour rassembler, en quelque sorte, autour de ce point de vue, un ensemble très diversifié d'auteurs. David Held, qui est l'une des figures de proue du mouvement cosmopolitiste, dans son livre de 2010, dit la chose suivante. Le premier principe est que les unités ultimes de préoccupation morale sont les êtres humains individuels et non les États ou d'autres formes particulières d'association humaine. L'humanité appartient à un domaine moral unique dans lequel chaque personne est considérée comme également digne de respect et de considération. Penser que les gens ont une valeur morale égale, c'est revendiquer de façon générale que les unités de base du monde comprennent les personnes comme des êtres libres et égaux. Cette notion peut être nommée le principe de l'égalitarisme moral individualiste ou tout simplement l'individualisme égalitaire. C'est la version anglaise ici. Alors, je veux, moi, ne pas suivre ce sillon argumentatif, je veux en explorer un autre, parce que je veux, pour les fins de la discussion, je sais que c'est pas évident, mais admettre l'existence de civilisations, l'existence des nations pouvant former à elles seules ou ensemble une civilisation. Je veux admettre leur efficacité causale au sens où je veux admettre que quand il y a un conflit, il y a très souvent plusieurs dimensions à ce conflit. J'utiliserai le concept d'intersectionnalité ici, à un niveau collectif, pour dire que très souvent, lorsqu'un groupe est opprimé, il est opprimé par manque de reconnaissance. Il peut être opprimé aussi parce qu'il est au bas de l'échelle socio-économique. Et il peut être opprimé parce qu'il n'a pas de représentation politique. Donc, il peut y avoir plusieurs causes différentes. Certaines d'entre elles peuvent être culturelles, d'autres à caractère socio-économique. Donc, je suis prêt à admettre qu'il y a des enjeux parfois culturels et même religieux qui peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer la nature d'un conflit. Si on prend, par exemple, les Afro-Américains, ils souffrent de racisme systémique, et c'est un racisme qui a une dimension culturelle, mais ils sont aussi très souvent au bas de l'échelle socio-économique. Et ils soulèvent des enjeux de représentation politique. C'est la même chose pour les peuples autochtones, qui peuvent faire l'objet de racisme sur du plan culturel, mais en même temps être en difficulté socio-économique et en même temps souffrir d'une absence de représentation politique adéquate. Donc, il y a plusieurs dimensions et l'une d'entre elles peut avoir un caractère culturel, ainsi que le suggère Huntington. Mais lui, il va plus loin puisque lui, il pense que c'est essentiellement des conflits à caractère civilisationnel et culturel qui remplacent les conflits anciens. Je ne ramène pas tout au socio-économique, mais il y a un peu de tout
dans les vrais conflits, la plupart d'entre eux. Certains sont plus socio-économiques, d'autres sont plus culturels, mais il y a toujours un peu de socio-économique et de culturel dans les conflits. Et j'admets aussi que la religion peut servir à façonner l'identité d'un peuple et peut-être même d'une civilisation en partie, à tout le moins. Donc, il y a un rôle de ferment identitaire joué par la religion, et c'est même historiquement quelque chose de très présent dans l'histoire des religions que de jouer ce rôle de cohésion sociale du groupe. Donc, j'admets ce point de départ, mais les civilisations ne fonctionnent pas nécessairement en silo. Elles ne sont pas des entités autarciques, des monades coupées les unes des autres. Et je voudrais admettre aussi des principes universels et croire qu'ils sont possibles. Alors, s'il y a une dimension fictionnelle à la thèse du choc des civilisations de Huntington, c'est au sens de se représenter les civilisations comme des entités séparées complètement les unes des autres, sans aucune interrelation les unes avec les autres. Et c'est l'idée de penser qu'elles constituent l'ultime identité possible pour un individu et qu'il n'y a pas de culture universelle possible en plus. Donc, je me concentre sur ces deux thèses-là d'Huntington, la non-communicabilité de certaines civilisations, pour ne pas dire de toutes, et l'idée qu'il n'y aurait pas, selon lui, de culture humaine en plus universelle qui dépasserait l'identité civilisationnelle. Et je vais me concentrer plus particulièrement sur l'islam, parce que chez Huntington, l'islam occupe une place assez importante comme repoussoir, comme on peut le montrer par deux citations, il y en a beaucoup plus que deux, mais j'en ai retiré deux. Tant que l'islam restera l'islam, ce qui est certain, et que l'Occident restera l'Occident, ce qui l'est moins, parce qu'on ne sait pas si l'Europe et l'Amérique du Nord vont garder une unité aussi grande qu'ils en avaient. Ce conflit fondamental entre deux grandes civilisations et deux modes de vie continuera à influencer leurs relations à venir, tout comme il les a définies depuis 14 siècles. Ça, c'est dans le livre à la page 310, dans la version française. En entrevue au journal Libération, il y a à peine une vingtaine d'années, il écrivait « Essayez de trouver quelque part dans le monde un conflit important qui n'oppose pas une société islamique à une société non islamique. La frontière du monde musulman, du Maroc à l'Indonésie, est une ligne de front continue. Les Bosniaques musulmans contre les Serbes orthodoxes et les Croates catholiques, la Grèce contre la Turquie, les Arméniens contre les Azéris, les Russes contre les Tchétchènes, les musulmans et les musulmans d'Asie centrale, l'Inde contre le Pakistan, sans compter les conflits entre musulmans et catholiques aux Philippines et en Indonésie, entre les Juifs et les Arabes au Moyen-Orient et la guerre sanglante entre chrétiens et musulmans au Soudan. Donc, il voit de manière concrète, empirique, des conflits profonds opposant la civilisation de l'islam à d'autres civilisations, en l'occurrence, celle qui lui importe, c'est la civilisation occidentale. Alors donc, on a une opposition sur laquelle je veux m'arrêter un tout petit peu, entre l'Occident et l'islam. L'opposition entre l'Occident chrétien et l'islam fait un retour en force depuis une vingtaine d'années. En l'occurrence, si les sociétés occidentales ont de plus en plus tendance majoritairement à considérer que la religion se vit en privé, dans certaines sociétés non occidentales, arabo-musulmanes par exemple, il semble que la religion s'y vit surtout au travers de pratiques, des rituels, des célébrations, des cérémonies qui ont un caractère communautaire. Donc, se cristallise jusqu'à un certain point une opposition entre une conception individualiste occidentale de la religion et une conception communautaire de la religion. Encore là, c'est très, très schématique,
mais ça donne une allure assez concrète à ce qui peut constituer l'émergence d'un choc de civilisation, y compris chez nous. Alors, il y a une réfutation célèbre qui existe, celle d'Edward Said, dans un article de 2001 paru dans la revue The Nation, The Clash of Ignorance. Mais en fait, Edward Said avait déjà contribué à désamorcer beaucoup des versions stéréotypées véhiculées par Huntington avant même qu'on connaisse Huntington. Dans un ouvrage daté de 1978, Orientalism, il essaie de désamorcer les préjugés qu'on a contre l'Orient, mais particulièrement contre l'islam, les visions stéréotypées, les stigmatisations, il les déconstruit. Et j'ajouterais comme autre ouvrage qui est antérieur à la parution de l'article de Huntington, un autre ouvrage qui faisait le même travail, celui du regretté Thierry Hensch de l'UQAM, qui en 1988 fait paraître L'Orient imaginaire. Alors ces deux ouvrages-là, avant 1993, contribuent d'une certaine façon à lutter contre les préjugés que nous avons tendance à entretenir à l'égard d'un Orient qu'on construit et qu'on réifie comme une entité homogène. Et les deux ont fait un magnifique travail. Thierry Hensch, en particulier, c'est un ouvrage qu'il faut remettre à l'avant-scène. C'est un ouvrage extrêmement important, paru aux éditions de Minuit, très riche et très documenté, qui désamorce plusieurs de nos préjugés. Ce qui montre que quand Huntington arrive, il peut carburer déjà sur des préjugés qui existaient et que ces auteurs-là cherchaient à déconstruire. Donc Huntington n'a pas tout découvert. Alors, ça existe, ces réfutations, ces arguments qu'on peut utiliser contre des visions trop stéréotypées des civilisations. Mais moi, je vais explorer les ressources de l'auteur John Rawls, qui est né en 1921, mort en 2002. Il est surtout connu pour un ouvrage qui s'appelle « Une théorie de la justice », paru en 1971. Cet ouvrage-là est considéré probablement comme le meilleur ouvrage de philosophie politique anglo-américaine du 20e siècle. Et Rawls, pour cette raison, est considéré comme un des plus grands philosophes du 20e siècle. L'ouvrage a été traduit en 1987 par Catherine Audard. Cet ouvrage-là est original par plus d'un aspect. Je dirais même qu'il a une originalité profonde qui n'est pas toujours encore appréciée de la part des théoriciens. On n'a pas saisi toutes les vertus de cet ouvrage, mais en dépit de cela, il s'inscrit dans un cadre que l'on peut qualifier de libéralisme classique. Pourquoi? Parce que c'est un libéralisme qui est fondé sur l'individualisme moral. Alors là, ici, j'entre dans la substance de mon propos. Qu'est-ce que l'individualisme moral? On peut le caractériser par au moins 3 thèses. La première thèse, c'est une thèse métaphysique sur l'identité personnelle. Les personnes peuvent être comprises comme antérieures à leur fin. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que les personnes existent indépendamment des croyances, des valeurs, des finalités et des projets qu'elles peuvent entretenir. De telle sorte que si quelqu'un change toutes ses croyances, toutes ses valeurs, toutes ses finalités et tous ses projets, il peut demeurer le même parce qu'il n'est pas défini par ces choses. Deuxièmement, l'individu est une source ultime de revendications morales valides. C'est l'individu qui donne ces réclamations qui nous donnent quels sont les principes qu'il nous faut admettre, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle internationale. Et l'autonomie individuelle est alors une valeur fondamentale au sein de la vision qu'il se fait du libéralisme. À tout le moins, il était tout naturel d'interpréter Rawls de cette façon. Mais parmi les nombreuses critiques, en plus des éloges qu'a reçu le livre, la plus grosse critique est venue du courant communautarien dont les principaux représentants sont Charles Taylor, Michael Sandel, Michael Walzer et Alasdair MacIntyre.
Ces auteurs, on peut encore là, de manière très schématique, ramener leur position à 3 thèses qui prennent le contre-pied des 3 thèses que je viens juste d'évoquer au sujet de l'individualisme moral. La première est tout simplement de s'opposer à l'idée que l'individu est antérieur à ses fins. Les personnes sont individuées, on peut comprendre les personnes comme étant individuées à partir des croyances, des valeurs, des finalités et des projets qu'elles entretiennent. De telle sorte que si une personne change ses croyances, ses valeurs, ses finalités et ses projets de manière systématique, au terme du processus, il n'est plus le même, parce qu'il est constitué par ces éléments. Donc, on peut concevoir la personne de cette façon. Et ces croyances, valeurs, finalités et projets sont légués par la communauté d'appartenance de l'individu. L'individu reçoit cet héritage comme un legs communautaire qui va le façonner dans son identité. Étant donné ce fait, la communauté est une source de réclamation morale valide. Vous voulez savoir quels principes adopter? Ce doivent être des principes qui émanent de la communauté. Donc, c'est une source fondamentale, une source ultime de revendication morale valide. Et le bien commun, pour cette raison, le bien de la communauté, est une valeur fondamentale. Alors, vous avez 3 thèses qui s'opposent, en quelque sorte, ou qui semblent s'opposer aux thèses qui font partie de l'individualisme moral. Eh bien, ce que les gens ne voient pas toujours, c'est à quel point Rawls essaie de tenir compte de ces 2 positions philosophiques dans ses ouvrages tardifs que sont « Libéralisme politique » et « The Law of People ». Je mets la version anglaise, même si ça a été traduit en français, pour bien évoquer le fait que ça traite du droit des peuples. La version française de « The Law of People », c'est « Paix et démocratie ». On peut imaginer une traduction un peu plus littérale qui aurait respecté l'idée qu'il s'agit du droit des peuples. Donc, ces 2 ouvrages sont parus respectivement en 93 et 99. Alors, encore là, toujours en restant très schématique, je présenterai la nouvelle approche qui est celle de John Rawls comme un libéralisme politique. C'est ainsi qu'il décrit sa position. C'est pas une position... Par libéralisme politique, il ne faut pas entendre une philosophie politique libérale seulement. C'est une version particulière d'une philosophie politique libérale. C'est comme un nom propre de sa doctrine lui-même, la doctrine du libéralisme politique. On la présente en 3 thèses, en continuité avec les 2 groupes de 3 thèses précédemment introduits. Il adopte au sujet de la personne une conception politique de la personne. Et par là, il faut comprendre tout simplement une conception politique de la personne comme citoyen. Quand on parle d'une conception politique de la personne, pour Rawls, c'est la personne comme citoyen, avec une identité institutionnelle de citoyen, qui est compatible alors avec des conceptions métaphysiques de la personne comme antérieure à ses fins, ou de la personne comme communautarienne, comme individuée à partir des croyances, valeurs et finalités de sa communauté. Que vous ayez une version métaphysique de votre identité ou une autre, vous pouvez admettre que vous êtes des citoyens. Et vous pouvez même partager une citoyenneté commune avec des personnes qui ont pourtant des conceptions métaphysiques très différentes de ce qu'elles sont. Et dans la même foulée, Rawls va distinguer un concept politique de peuple qu'il appelle une société. Et une société doit être, selon Rawls, distinguée d'une association d'individus. Et les individualistes ont tendance à penser qu'un peuple, c'est une association d'individus. Alors que les communautariens, eux, voient le peuple comme une communauté politique, où on partage des mêmes valeurs en commun. Eh bien, Rawls nous dit que l'on conçoive notre société comme une association d'individus ou qu'on la conçoive comme
communauté politique, on peut admettre qu'elle est une société sur le plan de son identité institutionnelle. Donc, la position de Rawls aussi aménage un espace de métaphysique ouvert à deux conceptions de ce qu'est un peuple. Deuxièmement, le citoyen et la société, puisqu'ils interviennent dans la façon qu'il a eu de caractériser l'individu et le peuple, il admet les deux façons de concevoir le peuple, eh bien, il va admettre, par souci, je dirais, écuménique, la possibilité que les peuples eux-mêmes soient des sources de réclamation morale valide, en plus des individus. Les personnes individuelles et les peuples, compris comme société, sont deux sources de réclamation morale valide. Et finalement, les valeurs, alors, doivent être, de manière coïncidente, des valeurs qu'on accepte, deux valeurs en apparence opposées, mais qui doivent cohabiter, la valeur de l'autonomie individuelle et la valeur du bien commun. Le bien commun et l'autonomie individuelle sont deux valeurs qui lui apparaissent fondamentales. Et étant donné qu'il défend un point de vue comme celui-là, on peut dire alors que Rawls fait la synthèse des deux points de vue précédents. Il essaie de se donner un cadre qui peut aménager un espace pour chacun des points de vue précédents, le point de vue individualiste et le point de vue communautarien. Ces deux conceptions s'opposent seulement si elles se conçoivent chacune comme exclusives. Si on dit la seule façon de concevoir la personne, c'est antérieur à ses fins. La seule façon de concevoir la société, c'est comme une association d'individus. La seule source de réclamation morale valide, c'est l'individu. La seule valeur, c'est l'autonomie individuelle. Penser de cette façon, c'est irrespectueux de l'autre façon de penser, qui, elle aussi, peut être prise en défaut si on estime que la seule conception acceptable de la personne, c'est la personne communautarienne. La seule conception du peuple qu'on doit admettre, c'est la communauté politique. La seule source de réclamation morale valide, c'est la communauté. Et la seule valeur, c'est le bien commun. Penser des choses de manière exclusive, c'est précisément ce qui est problématique. Et il recommande le respect entre les différentes positions parce que les philosophes doivent prendre acte du fait que nous sommes dans une situation où il y a un pluralisme irréductible et raisonnable de doctrines métaphysiques et morales et religieuses qui existent dans nos sociétés. Étant donné ce pluralisme irréductible et raisonnable, il nous faut respecter cette diversité et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il est écuménique entre les deux conceptions. Il veut les préserver toutes les deux. Son libéralisme politique, par conséquent, qui repose sur des conceptions politiques de la personne comme citoyen et du peuple comme société, est en mesure d'admettre les deux approches individualistes et communautariennes. Cela conduit Rawls à admettre des droits pour les personnes et des droits pour les peuples, et à chercher un équilibre entre les valeurs d'autonomie individuelle et du bien commun. Vu que la thèse de Huntington, vers laquelle je me dirige lentement, pas vite, j'y arrive, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps encore. J'ai 10 minutes encore? Oh, je vais me dépêcher. Il faut se concentrer sur ce qui se passe à l'échelle internationale pour Rawls. Donc, il faut aller voir le deuxième ouvrage, l'ouvrage The Law of Peoples. Au niveau de la théorie idéale du droit des peuples, un consensus, selon Rawls, est possible entre les sociétés libérales et les sociétés communautariennes, qu'il appelle sociétés décentes hiérarchisées. Je ne veux pas utiliser son vocabulaire trop technique, je maintiens un vocabulaire simple, les sociétés libérales et les sociétés communautariennes. Un dialogue est possible entre ces deux types de sociétés et les deux types de sociétés peuvent s'entendre sur un même ensemble de principes. Ces principes vont énumérer les droits et obligations des peuples. Donc, les peuples ont des droits, mais ils ont aussi des obligations à l'égard des individus qui ont aussi des droits.
Les peuples et non seulement les personnes sont donc des sujets de droits moraux, et les sociétés communautariennes et non seulement les sociétés libérales sont dignes de respect. Voilà les conclusions qu'il faut tirer de cet ouvrage. Conclusion provisoire, donc, qui déjà semble placer Rawls en tension avec les thèses que j'ai retenues comme étant saillantes au sein de la pensée de Huntington. Les sociétés libérales et communautariennes ne fonctionnent pas en silo. Elles peuvent entrer en contact les unes avec les autres et on peut dégager une culture politique commune à l'échelle de la société des peuples. Et donc, un certain universalisme semble donc être possible, même s'il n'est pas de type individualiste, puisqu'on reconnaît des droits au peuple et non seulement aux personnes. Cette approche commande donc de se sortir de son propre particularisme culturel, mais pas pour le nier, il faut appréhender la diversité des particularismes culturels et respecter cette diversité. Est-ce que c'est une réponse à Huntington? La manière que je viens de présenter les choses, c'est un peu comme si, effectivement, ça répond à Huntington. Mais en fait, il faut aller plus précisément dans le texte, puis là, je vais essayer d'être très rapide. En 1993, en même temps qu'il publie « Libéralisme politique », il publie un article intitulé « The Law of Peoples ». Donc, il est raisonnable de penser qu'à l'époque où il publie son ouvrage « Libéralisme politique » et l'article « The Law of Peoples » en 1993, il ne connaît pas encore, bien sûr, la position d'Huntington, parce que Huntington publie lui aussi en 1993. Il n'a certainement pas eu le temps, en tout cas, de modifier son texte en fonction de la publication du texte d'Huntington. Mais en 1997, il publie un article intitulé « The Idea of Public Reason Revisited », où il reprend certaines des idées qui se trouvent dans la leçon 6 de son ouvrage « Libéralisme politique » pour y ajouter du nouveau matériel. Et en 1999, quand il publie son livre « The Law of Peoples », il ajoute, bien évidemment, ça devient un livre, alors il ajoute aussi du nouveau matériel, et il faut prendre en considération ce nouveau matériel. Il est clair qu'en 1997 et en 1999, il ne peut pas ignorer la thèse de Huntington. C'est son collègue d'Harvard, c'est sûr qu'il doit connaître les positions d'Huntington. Eh bien, qu'est-ce qu'il a à dire dans son article de 1997, qui est assez important pour Rawls parce qu'il va le mettre à la fin de son ouvrage « The Law of Peoples ». En complément de son ouvrage « The Law of Peoples », on trouve cet article de 1997. Il va dire à la note 46 de l'article de 1997 ou à la page 151 de son ouvrage « The Law of Peoples », il va se référer à l'œuvre d'Abdoulaye Ahmed Anaïm, qui, dans son ouvrage « Toward an Islamic Reformation », explique comment une interprétation de l'islam basée sur la période de la Mecque de Mahomet et non sur la période de Médine nous permet de voir comment une société musulmane peut être compatible avec une démocratie constitutionnelle. Donc, l'alter ego avec lequel on rentre en dialogue, la société communautarienne, ça peut être une société musulmane avec laquelle on peut s'entendre sur le principe d'une démocratie constitutionnelle. Et dans le livre de 1999, il estime aussi maintenant que le concept d'une société communautarienne avec laquelle un consensus est possible peut être illustré par une société musulmane imaginaire qu'il nomme le Kazakhstan. Eh bien, cette référence à une société musulmane imaginaire qu'est le Kazakhstan n'apparaît pas dans l'article de 1993. Alors, il est difficile de voir dans la référence à la période de la Mecque de Mahomet, citée par Rawls, et dans la référence au Kazakhstan, autre chose qu'une réponse larvée de Rawls à l'égard de Huntington. Le dialogue et une entente sur des principes de justice communément partagés semblent être possibles, même avec des sociétés musulmanes. Et pourtant, à ma connaissance, personne n'a relevé ce fait dans la littérature secondaire. Et non seulement Rawls ne mentionne pas Huntington, mais dans la littérature secondaire, on ne fait pas cette suggestion. En fait,
ça a peu d'importance quelles étaient les intentions de Rawls. Le fait est que, par les positions qu'il défend, nous avons là une position qui est opposée à deux idées centrales de Huntington. Donc, il peut contrer la position de Huntington parce qu'il admet de prendre au sérieux la diversité profonde de nos cultures politiques respectives, de les respecter, on admet que des civilisations peuvent exister, des sociétés très différentes peuvent exister, qui se différencient par la religion. Malgré tout, même lorsque c'est une société musulmane, un dialogue est possible et un consensus autour de principes fondamentaux internationaux est possible. Alors, je termine en disant, c'est bien beau, ça, dans la théorie idéale, arriver à penser une belle entente entre une société musulmane et une société libérale autour de principes communément partagés. Mais dans la réalité, on est ailleurs complètement. Essayez de vous entendre avec l'Iran chiite, avec l'Arabie saoudite sunnite, avec l'Afghanistan des talibans ou avec la Syrie de Bachar al-Assad sur un ensemble de principes moraux universels communément partagés. Essayez de vous entendre avec les frères musulmans et le Hamas. Essayez de vous entendre avec les djihadistes, Al-Qaïda, Daesh ou Boko Haram. C'est vrai, mais en même temps, ce qui est vrai, et c'est l'envers de la médaille, nous sommes à une époque d'islamophobie généralisée. Les Palestiniens subissent plus que jamais les sévices perpétrés par l'État israélien. Les Rohingyas sont opprimés au Myanmar. Les Ouïghours sont opprimés en Chine. Les Tchétchènes sont opprimés en Russie. Les musulmans bosniaques et ceux du Kosovo ont été opprimés par les Serbes. Les musulmans du Cachemire sont actuellement opprimés par l'État indien. Même les victimes de Daesh ont été principalement musulmanes. Les ressortissants de 7 pays musulmans sont interdits de séjour aux États-Unis et une méfiance frôlant la haine sévit autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Alors, comment on désamorce les sources du conflit et quelle peut être la contribution modeste de la philosophie? Bien, je crois qu'il faut penser, et ça, c'est pas facile, penser que l'individualisme moral, c'est un particularisme culturel, c'est pas une vérité universelle. Cela implique d'admettre que la conception individualiste de la personne comme antérieure à ses fins et du peuple comme association d'individus ne sont pas les seules conceptions possibles de la personne et du peuple. C'est admettre que les peuples, et non seulement les personnes, sont des sources de réclamation morale valide. C'est admettre de ne pas considérer l'autonomie individuelle comme la seule valeur fondamentale, le bien commun aussi. Et c'est malheureusement pas une position défendue. Alors, on a l'impression qu'on touche vraiment à quelque chose qui est un blocage. L'individualisme moral, c'est une religion en Occident. Les libéraux nationalistes comme Will Kimlicka et Yael Tamir, les libéraux cosmopolites comme Ackerman, Breitz, Buchanan, Caney, Held, Cooper, Nussbaum, Pogg, Tan et Van Parijs, les républicanistes comme Jürgen Habermas, Sheila Ben Habib, Jean-Marc Ferry, Philippe Petit, Cécile Laborde, et les théoriciens de la reconnaissance, Axel Honneth, Nancy Faeser et même Charles Taylor, souscrivent tous à une forme ou une autre d'individualisme moral. Alors vraiment, il y a un blocage philosophique important et une difficulté à admettre que l'individualisme moral est simplement un héritage qui est le nôtre, le résultat d'un particularisme culturel. Bien, il faut désamorcer les stéréotypes en même temps qu'on est à se questionner sur nos propres principes. Il faut aussi désamorcer les discours stéréotypés et contrer les idées d'un Alain Finkielkraut, un Éric Zemmour, un Renaud Camus ou même un Michel Onfray. Certains peuvent endosser la conception communautarienne de soi-même sans endosser le communautarisme. Il ne faut pas penser que parce que quelqu'un vit en communauté et voit son identité déterminée par la communauté, qu'automatiquement, il verse dans un communautarisme, c'est-à-dire une position qui place sa communauté par-dessus tout le reste. Quelqu'un peut avoir une attache au sein de sa communauté, être défini par sa communauté, et en même temps, puisqu'il existe des identités multiples, adhérer à la République.
On peut reconnaître aussi le caractère fondamental des droits collectifs des peuples sans pour autant verser dans un collectivisme moral qui affirmerait leur suprématie sur les droits individuels. Et on peut admettre l'idée du bien commun sans qu'on renonce au statut fondamental de la valeur de l'autonomie individuelle. Pour penser les choses localement, je recommande la lecture de notre ouvrage « La nation pluraliste » et sur ce, je vous remercie.